L'actu du web, du digital, de la tech et de l'IA de ce joyeux lundi 14 avril 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien louper de ces informations, et notamment parce qu'on risque dans cette journée du lundi 14 d'avoir des annonces du côté d'OpenAI complémentaires en fin de journée, donc il n'est pas impossible qu'on fasse un petit live. Car oui, ces actus sont enregistrés pendant les lives de Renaud Décode, c'est les lundi midi, mercredi midi, vendredi midi. De quoi on parle aujourd'hui dans l'actu? Eh bien d'OpenAI, qui va nous annoncer des trucs, probablement ce soir, mais on n'est pas sûr. Que vont-ils nous annoncer? Je vais vous faire Madame Irma et essayer de deviner un petit peu avec vous de quoi il va être question et si ça bouleverse ou pas le jeu de l'intelligence artificielle mondiale. On va aussi parler de l'Europe qui, décidément, avec tout ce qui se passe en géopolitique, géostratégique autour du numérique, plein de trucs en hic, est en quête de souveraineté un peu plus sympathique, encore un truc en hic, et qui fait des mouvements intéressants vers la simplification. C'est pas dommage, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. On va aussi parler de notre ami Donald Trump, si, vaut mieux s'en faire un ami, je sais pas, vous déciderez, et puis ce qui se passe avec la tech chinoise et avec la tech mondiale, et qui pourrait avoir des grosses répercussions sur nous en Europe, je vais vous en parler un petit peu. On va faire un tour aussi du côté des IA, notamment celle de Elon Musk et surtout celle de Meta, de Mark Zuckerberg, qui a fait une annonce hallucinante, je trouve, sur l'IA et sur la politique. Je vais vous en parler et il faudra me dire ce que vous en pensez en toute, avec nos petits neurones connectés. On va parler aussi de Google, qui fait aussi un truc incroyable avec ses IA, et on va parler, une fois n'est pas coutume, d'une IA japonaise qui pourrait bien vraiment remodeler le monde scientifique et le monde de l'intelligence artificielle. Vous êtes prêts pour ces sujets? On commence avec le champion OpenAI, Sam Altman. Et c'est donc, toujours comme d'habitude, via un tweet supplémentaire que nous apprenons, puisqu'il n'arrête pas de tweeter Sam Altman, il fait partie de cela. We've got, c'est celui-là. Allez hop, je vais cliquer dessus, vous aurez de la pub sur je sais pas quoi. We've got a lot of good stuff for you this coming week. Kicking it off tomorrow, c'était il y a plusieurs heures au moment où je vous livre cette information. Je pense que ce soir, donc, on devrait avoir une annonce de OpenAI, probablement dans leur bureau habituel, à 3 ou 4 personnes habituelles, pour nous présenter les petites dingueries d'OpenAI. Et s'ils nous présentent ces petites dingueries ce soir, alors ces petites dingueries seront présentes tout de suite du côté de l'outil ChatGPT et utilisables dès que l'annonce sera faite. S'ils respectent un petit peu leur tradition d'annonce, on verra bien. Si c'est le cas, je ferai un live probablement improvisé pour couvrir cette annonce et décrypter de quoi il s'agit. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà des pistes? Bien sûr qu'on a des pistes, et pas n'importe quoi. On imagine, en tout cas, là je parle pour moi, peut-être que je me gourrerai demain et qu'on en rigolera, mais j'ai quand même l'impression, et puis à voir tous les bruits de couloir, qu'il devrait s'agir de nouveaux modèles, plusieurs nouveaux modèles du côté de chez OpenAI. Et ce n'est pas rien. On nous annonce notamment un GPT 4.1. Alors c'est pas encore annoncé officiellement, mais on imagine que ça va nous annoncer ça. C'est quoi GPT 4.1? Alors c'est là où il faut que je fasse une petite explication parce qu'on est paumé avec ces histoires. Vous savez qu'il y a un modèle qui est sorti le plus récemment, c'est GPT 4.5. Du coup, on peut se demander pourquoi on aurait un GPT 4.1. Bon, GPT 4.5 est un modèle qui est hyper performant sur la façon dont il vous parle, dont il vous comprend, la façon dont il met de l'émotion. Bref, c'est un modèle conversationnel très très élaboré dans la qualité conversationnelle. GPT 4.5, très bien. GPT-4o, c'est pas forcément moins bien que 4.5. C'est un autre modèle qui, lui, est O, c'est-à-dire multimodal. Lui, GPT-4o, c'est le modèle de référence actuel chez OpenAI. Il sait super bien faire du multimodal. On lui rentre du son, de la vidéo, de l'image, du texte, etc. Pas encore de la vidéo. Et puis, il est capable de nous pondre tout ça. Pas que texte. C'est lui, GPT-4o, qui fait le buzz depuis quelques semaines, à savoir fabriquer des images dans une conversation. Parce que ce modèle sait produire du texte et produire des images. Avant, il appelait son pote Dali à la rescousse. Toi qui sais faire des images, viens me fournir une image, il y a mon utilisateur qui me demande. Maintenant, il n'a plus besoin de Dali. GPT-4o, il sait faire des images et tout le reste, ça fait le buzz, vous connaissez le principe. Et bien en fait,
GPT 4.5, GPT 4o, c'est deux modèles de branches familiales différentes. On aurait peut-être ce soir, peut-être, un GPT 4.1 qui serait pas un avant 4.5, mais qui serait plutôt un après 4o. Et c'est peut-être pour ça que Sam Altman nous a déjà prévenu que GPT-5, le gros modèle qui va tout bouleverser, faire un pas de géant vers l'intelligence artificielle générale, il nous a annoncé que ça arriverait plus tard dans l'année, plus tard que prévu, parce que ils ont découvert des dingueries dans leur modèle actuel qui veulent encore faire évoluer. Il nous avait dit il y a quelque temps, les modèles là, c'est bon, ils sont au top, au must du must qu'on puisse avoir, donc le futur ce sera GPT-5. Ils ont changé en disant non, on peut encore améliorer. Ben, il semblerait que le GPT-4o, qui fait le buzz absolu depuis quelques semaines, il l'ait encore amélioré assez nettement pour en faire un GPT 4.1. Donc on aura un GPT 4.1 super multimodal, encore mieux que l'actuel qui fait le buzz partout et on n'en revient pas, encore mieux. Et on aurait aussi un GPT 4.5 super fort en conversationnel. Les deux mergeant, se rassemblant pour un GPT-5 plus tard dans l'année. Ça promet des trucs de ouf. Oui, tant que ça réfléchit pas mieux que les humains, ça va, on peut éviter de flipper. Il semblerait que l'annonce de ce soir ou des prochaines heures ou jours de chez OpenAI nous annonce également des nouveaux modèles de réflexion. Nous avons du côté de chez OpenAI aujourd'hui le O1, alors c'est encore une autre famille de modèles qui réfléchissent, en fait qui font des chaînes de réflexion, voilà, ils produisent ça, ils produisent un peu comme une conversation intérieure qu'on aurait dans notre tête, nous les humains, et ça simule de la réflexion, ça réfléchit pas vraiment, ça simule de la réflexion, mais de façon vachement bluffante, pour ensuite faire des choses. On a le modèle O1 et puis on a les modèles O3 mini. Et bien il semblerait que qu'arrive, alors on a fait des petites détections, qu'arrivent des modèles plus balèzes encore, avec notamment potentiellement du O3 complet. Aujourd'hui, on a du O3 mini, on aura du O3 encore plus balèze, qui va probablement coûter super cher, et potentiellement une nouvelle famille O4. C'est-à-dire que dans la conversation, on a fait un step-up déjà avec GPT 4.5. Dans le multimodal 4o, bah, on pensait qu'on avait le plafond, et ben on va encore faire mieux avec 4.1. Et sur la partie réflexion, non seulement on va avoir O3 en complet, mais on pourra avoir un truc qui réfléchit encore plus et encore mieux O4. Je ne sais pas si tout ça est juste, c'est des prospectives voilà, qu'on se fait en imaginant des choses, en regardant un petit peu aussi dans le code de certains outils, mais on se dit que tout ça pourrait arriver ce soir. J'en profite pour les plus... j'allais dire complotistes, c'est pas gentil de dire ça, pour les plus chercheurs de secrets d'entre vous, je vous invite aussi à aller regarder ce qui se passe actuellement du côté de chez OpenRouter. Alors openrouter.ai, ça s'écrit comme ça, openrouter.ai. Ce petit site, il est très très bien. C'est un truc qui habituellement vous permet d'avoir une API, vous savez, un échange que vous pouvez avoir avec des IA ou des outils. Voilà, vous programmez un outil de votre côté, vous avez envie que ça discute avec un autre outil. Bah, entre les deux, vous utilisez ce qu'on appelle une API, un format d'échange avec cet autre outil. Bref, je vais pas plus loin. Et ben, OpenRouter, c'est vachement marrant parce que vous avez une seule API, celle de OpenRouter, et puis lui, du coup, il vous route vers plein de LLM qui existent. Donc en fait, chez OpenRouter, c'est un outil où il a branché plein de LLM. Et ben on a la surprise, pour les plus enquêteurs d'entre vous, d'avoir découvert, regardez ce truc-là, Optimus Alpha. Alors on a Grok, on a Anthropic, Claude 3.7 Sonnet, on connaît tous ces modèles, voilà, chez OpenRouter, mais bizarrement ils nous ont sorti un Optimus Alpha ici, et personne ne sait ce qu'est ce modèle. Qu'est-ce que c'est que ce Optimus Alpha? On va nous expliquer que ce modèle, il est en mode cloaked, c'est-à-dire qu'il est caché, il est invisible, on vous dira pas qui est le fournisseur, on vous dira pas d'où ça vient, mais il défonce tout, il défonce même Claude 3.7 Sonnet sur la partie dev et production de code. Un LLM mystérieux apparu dans cet outil-là, voilà, qui s'appelle Optimus Alpha, peut-être un nom de code, peut-être un pied de nez, peut-être... Ah, écoutez, voilà, il faut chercher la réponse de ce petit secret. Peut-être qu'on aura la réponse ce soir, peut-être, avec une nouvelle annonce, une nouvelle petite visioconférence tranquillou de Sam Altman qui devrait nous annoncer tout ça. Et peut-être qu'on découvrira que Optimus Alpha, c'est O4 ou GPT 4.1.
tenez-vous prêts dans les starting blocks. Soyez aussi sûr d'être abonné à la chaîne Twitch de Renaud Décode, parce que s'il y a une annonce ce soir, je couvrirai l'événement sur Twitch, histoire de décrypter un petit peu tout ça, de décoder ce qu'il est dit et d'essayer d'y voir clair, voire potentiellement de tester juste après. Voilà, s'ils respectent leur façon de faire chez OpenAI habituelle, ils devraient lancer ça en même temps que les annonces qu'ils s'apprêtent à faire. On verra bien, mais je vous ai fait ma petite séance de pifométrie. Allez, on passe aux autres actualités du jour. Elles sont pas moins importantes, mais peut-être un petit peu moins bouleversantes. Celle-là, elle va nous soulager puisqu'il s'agit de l'Europe qui devrait alléger la réglementation. Alors ça, c'est du jamais vu. Ça, vous voulez du scoop? En voilà. L'Europe qui allégerait les réglementations. Je plaisante un petit peu, pardon pour le petit taquet, mais c'est vrai que l'Europe est quand même connue pour mettre des réglementations, notamment une qu'on apprécie beaucoup, c'est pas vrai, dans le monde du web, de l'IA, du digital et de la tech, c'est la fameuse RGPD. Eh bien, il y a une commission qui a travaillé, qui aurait dû rendre ses travaux là, le 17 ou le 18 avril, finalement, ils ont reporté ça à mai et il y aura d'autres séances en juin. Cette commission, elle travaille sur un projet de simplification du RGPD. Si ça pouvait arriver, et vite et bien, ce serait génial. Ah bah oui, mais le RGPD, c'est là aussi pour nous protéger, pour faire attention à nos données privées, à nos données personnelles. C'est pour ça qu'on a tapé sur absolument tout le monde et que ça bride l'innovation. Eh ben justement, il y a peut-être moyen, et c'est apparemment ce que nous propose la Commission européenne, il y a peut-être moyen de nous protéger tout autant en simplifiant malgré tout le circuit administratif et la réglementation. Eh ben on espère bien l'allègement des obligations administratives, notamment pour les petites boîtes, moins de 500 salariés, start-up, envie de faire des trucs. Allez, obligations administratives, il faut déclarer enregistrement de la documentation sur ce que vous faites, machin, etc. Peut-être allégé dans ce nouveau projet. La rationalisation des procédures de consentement, les fameuses cases qu'on doit cocher partout. Alors bien sûr, il faudra quand même qu'on demande votre consentement, ça vous protège, c'est bien, c'est RGPD. Par contre, les méga bandeaux qui sont mal cliqués, qu'il faut recliquer pour en fait se faire tromper parce que c'est soit ça, soit de la pub, ce sera peut-être allégé. Comment ? On attendra d'avoir le texte, donc probablement en mai. La clarification des règles sur les traitements des données, là aussi, c'est aussi pour s'adapter aux nouvelles techno. On pense notamment à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on continue à dire que l'IA doit pouvoir s'entraîner, être super balèze en Europe, mais n'utiliser aucune donnée ? Ah pardon, mais une IA sans données, ça ne sert absolument à rien. C'est juste une coquille vide qui n'a aucun intérêt. Bon, peut-être qu'on va simplifier les choses en se disant, il y a des informations de type personnel, il faut anonymiser l'information avant de les donner à bouffer à des IA. Je sais pas, j'imagine, mais ça peut débloquer l'innovation sur l'intelligence artificielle en Europe si on arrive à simplifier ce truc-là. Pareil avec le rôle de délégué, le délégué de la protection des données. Dans chaque entreprise qui est présente sur le web, vous devez avoir un délégué à la protection des données qui n'y connaît rien. Bref, bon, ça sera allégé aussi pour les petites boîtes. Bref, et puis pareil pour les données internationales. Ça peut avoir son intérêt dans le monde tel qu'il part en cacahuète un petit peu en ce moment. Vous savez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre les données que vous collectez ou les données que vous échangez en France avec vos clients de votre site web en France, vous n'avez pas le droit, logiquement, de les mettre dans un autre pays où vous devez savoir où ça va. Sauf qu'il y a le cloud, sauf qu'on a plein de services qui sont hors frontières et qu'on n'est pas toujours au courant. Et puis, il y a l'administration américaine maintenant qui dit, écoutez, les données qui sont hébergées aux États-Unis, nous, on considère qu'elles sont américaines. Non, c'est les miennes que j'ai mis chez vous. Pourquoi tu les as mis chez nous? Bref, il se passe des trucs. Ça aussi, ça devrait être revu et allégé sur le fait d'avoir des données à l'international. Bref, on va voir ça, mais si l'Europe commence à faire un move vers la simplification et sans que ça nous nuise non plus et pour que ça continue à nous protéger également, ce serait une très très bonne chose. Challenge pour l'Europe là-dessus. Pardon, je suis un petit peu sévère, mais on verra bien ce que ça donne. Allez, un petit point Donald Trump. Si, parce que ça a une influence directe sur nous. Vous savez,
probablement déjà que Donald Trump, donc aux États-Unis, avait déclenché la guerre, c'est pas une guerre, si, un peu quand même, bon, des impositions, des droits de douane et tout ça, machin. Puis ensuite, il a changé et puis s'est dit, bah ça va être 10% pour tout le monde, sauf la Chine, où on va monter à 125%, plus les 20% qu'on a déjà, 145% de droits de douane, donc fois 2,5 sur les prix de tout ce qu'on importe aux États-Unis, enfin tout ce qu'ils importent aux États-Unis. Bon, bref, la Chine n'a pas du tout cédé. Bon, finalement, c'est tout un imbroglio, puisque Donald Trump, ce week-end, l'administration américaine, ce week-end, a dit, bah en fait, on va conserver tout ça, 10% pour tout le monde, on n'est pas super d'accord, nous. Bah, c'est comme ça. Bon, pour l'instant, ça peut changer à tout moment, visiblement. Ce sera bien 145% sur la Chine, sauf sur tout ce qui est informatique. En gros, les téléphones, les microprocesseurs, les matériels, les cartes, les puces, etc., etc., les ordinateurs, les semi-conducteurs, les composants électroniques, tout ça, bah en fait, non. On va faire autre chose et ce sera une autre valeur de barrière douanière. Bah oui, je pense que le signal d'alarme de la bourse, du Nasdaq, des valeurs tech des États-Unis, il a été quand même bien audible, et donc marche arrière complet de la part de Donald Trump sur ces produits-là. Les États-Unis ne sont pas prêts à produire tout ça, et si on coupe avec des droits de douane prohibitifs, et puis bon, je sais pas, peut-être Donald Trump il a pensé que la Chine allait plier, ils vont pas plier du tout, puisque c'est totalement déséquilibré cette histoire, c'est plutôt les États-Unis qui ont besoin des composants chinois que l'inverse. Bref, donc c'est parti en cacahuète, la négociation est allée trop loin, du coup ça a claqué la porte, ça ne va plus, bref, alerte, la bourse, le crash, etc. Et donc, voilà, marche arrière totale de la part de Donald Trump. Bon, on peut penser aux répercussions que ça va avoir sur l'Europe, parce que tout ça c'est un peu des histoires de commerçants bizarres, je rentre pas dans le détail, mais je trouve ça assez ubuesque, mais on peut se poser des questions sur nous en Europe, parce que ce qui risque de se passer dans les mois et dans les années qui viennent, c'est qu'on a bien compris que les États-Unis allaient vouloir réindustrialiser, relocaliser toute la production. Peut-être qu'ils vont pas y arriver parce que c'est quand même très complexe et ça se fait pas juste en 2 minutes, un coup de tête à signer un truc sur les droits de douane, mais on comprend que là, ils continuent à se fournir en Chine, mais c'est en attendant de pouvoir produire eux-mêmes, les États-Unis. Donc on va avoir des États-Unis qui avaient le soft power, qui l'ont moins, et qui ont envie visiblement de se doter des capacités de production. Donc on va se retrouver non pas avec un empire américain qui va nous fournir des services digitaux et tout le reste, et c'est cool, on va se retrouver avec une nation un peu plus protectionniste qui va produire et avoir moins de soft power à l'extérieur. Donc on va beaucoup moins profiter des États-Unis. Je vous rappelle que dans les services digitaux, les réseaux sociaux, les intelligences artificielles, les data centers, le cloud, tout ça, tous ces services-là, ils sont pour nous Européens aux États-Unis. Si ça change, va falloir qu'on trouve une solution, et probablement aussi vite que la vitesse que va être capable d'avoir les États-Unis pour se réindustrialiser et produire de nouveau depuis leur territoire. De l'autre côté, on a la Chine, qu'on connaissait comme producteur pour les autres qui nous bénéficient à nous. Non, la Chine développe aussi, ils ont même pas peur, droit dans leurs bottes, on produit, on sait faire, et nous on gagne en plus le soft power. Nous aussi on est capable de faire des IA open source, avec une logique de données derrière, bref, ils sont capables de faire des modèles IA absolument dingues, et peut-être des services digitaux. Nous en Europe, on a mis des barrières, pas douanières pour le coup, mais on a pris des mesures contre la Chine. Probablement qu'on va prendre les mêmes mesures contre les États-Unis. Du coup, on va être tout nu au milieu. C'est peut-être une nouvelle ère du digital, du web, de l'IA et de la tech qui s'ouvre pour l'Europe. Peut-être parce qu'on est forcé. Alors on va dire oui, il faut qu'on soit forcé pour se bouger un peu les fesses. Peut-être, mais si on se bouge les fesses, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ce revirement États-Unis-Chine risque dans les prochaines années, il faut se préparer dès maintenant, d'obliger l'Europe à avoir non pas que de la souveraineté, mais aussi de la production sur son territoire, tech aussi, avec des terres rares, avec des procs, et on a des champions qui sont en train d'ailleurs de monter en bourse, et aussi d'avoir du soft power, de récupérer nous aussi des chercheurs américains pour développer des trucs de dingo en Europe. Bref, peut-être un nouvel âge d'or forcé pour l'Europe. Maintenant, coincé entre la Chine et les États-Unis qui ont quand même de l'avance, on verra bien ce qui va se passer. Mais ça nous amène à beaucoup de réflexions, tout ce qui se passe en ce moment, et aussi peut-être un peu pour nous, les Européens, de savoir comment on va se débrouiller dans cette guerre absolument dingue qui est en train de se dérouler sous nos yeux.
Meta vient de faire une sortie qui me fait halluciner. Alors je vais vous dire les choses plutôt rapidement, et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, parce que moi-même je ne sais pas quoi en penser. Meta, Mark Zuckerberg, vient d'annoncer officiellement que son nouveau modèle d'IA, qui s'appelle Llama 4, dont on a parlé déjà ici, ils nous ont dit que ce modèle Llama 4 a été conçu pour être moins orienté politiquement à gauche. Nous avons voulu créer une IA de droite. Alors, je ne fais pas du tout de parti pris. Je suis pas en train de vous dire il faut plus de gauche, il faut plus de droite, on est de gauche, on est de droite, machin. Je m'en cogne complètement et c'est pas l'objet de Renaud Décode, mais j'hallucine de voir que Mark Zuckerberg, alors on sait, Mark Zuckerberg est totalement dans la mouvance Donald Trump, il s'est rangé très très vite à Donald Trump, il a complètement viré sa cutie à tous les niveaux, les réseaux sociaux de Meta, Facebook, Instagram et autres, ils ont complètement changé leur façon de fonctionner pour fonctionner exactement comme X, le réseau social d'Elon Musk. Sur l'IA, ils ont pris les mêmes positions que XAI d'Elon Musk. Et maintenant, pour les entraînements des IA, ils veulent aussi, Mark Zuckerberg le dit, c'est plus que vouloir, le dernier modèle qu'on a sorti, Llama 4, on l'a voulu, on a fait exprès qu'il soit orienté à droite. La logique, quand on connaît un peu le système des LLM et la façon dont ils sont conçus, on sait que les LLM, pour faire une IA, générative, il faut beaucoup de données. Il faut donc récupérer toutes les données possibles. Alors chez Grok, on va du côté des données qui sont celles des utilisateurs sur le réseau social X. Ça fait des données en plus que les autres n'ont pas, qui peuvent changer un petit peu la donne. Grok avait fait un précédent modèle en utilisant ces données, s'était rendu compte qu'il était encore plus de gauche, alors que Elon Musk, il voulait que ce soit plus de droite. Zut, raté. Et là, les données, il faut admettre qu'en fait, les données du web, elles sont un peu plus à gauche. Alors, j'entends mondialement, ce qui ne veut pas dire grand-chose, ce qui est à gauche pour un pays, et vous avez compris le truc. Mais effectivement, les données ne satisfont pas Donald Trump, Elon Musk et maintenant donc Mark Zuckerberg. Mais c'est les données, il faut les manger. Ça veut dire que si on veut une IA qui ait une couleur politique plus affirmée d'un côté ou de l'autre, alors il faut la post-entraîner. Il faut faire du renforcement, de l'apprentissage par renforcement. Il faut faire du fine-tuning, c'est-à-dire qu'il faut décider avec des humains, avec des process, on décide qu'on fait cette IA. On lui, tu vois, quand tu prends des précautions là-dessus, c'est pas bien, prends pas de précautions. Tu vois, quand tu réponds pas là-dessus parce que tu penses que c'est touchy, si, vas-y, faut que tu répondes. On lui réapprend à être un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Et Mark Zuckerberg affirme le truc haut et fort et dit, tranquille, c'est ça qu'on a voulu. Concrètement, Llama 4 refuse de répondre aux sujets politiques et sociaux controversés seulement 2% du temps, contre 7% pour Llama 3.3. La version précédente de Llama, il y avait 7% des cas, quand on lui parlait de trucs un peu controversés, elle disait « Ouais, je pense que c'est un peu controversé ». Maintenant, elle est moins sage et elle y va quand même. Pour le bien, pour le meilleur ou pour le pire, pour le mal, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça m'interroge vraiment sur la politisation, on peut dire ça comme ça, des intelligences artificielles. L'acteur, la compagnie, l'entreprise ou la nation qui va avoir l'IA qui va dominer le monde ou qui va être utilisée par le plus de monde sur la planète, va pouvoir, et c'est le cas de celle de Meta, va pouvoir orienter politiquement la planète entière. Vous voyez l'outil de géopolitique, l'outil de soft power qui est en train de devenir l'intelligence artificielle, je trouve absolument dingue. Sans jugement, mais sur le fait de se dire, attends, on n'aurait pas pu faire une IA plus intelligente, plus factuelle, plus froide, plus sage, plus précautionneuse. Non. Il y en a qui disent, moi je veux une IA plus par là politiquement, et sûrement d'autres qui se disent, moi je veux une IA plus par là politiquement. Et ça devient une bataille géopolitique. Réfléchissez à ça, c'est intéressant, et en complément d'informations sur Llama 4, je vous informe que dans les boards, vous savez, les classements des différentes IA, donc notamment celui que je vous recommande régulièrement qui est lmarena.ai, lmarena.ai, vous avez le classement des IA préférés des gens. Ils testent des choses à l'aveugle et puis ils nous disent le classement, ça crée un classement des IA préférés. On voit que le marché est quand même hyper dominé actuellement par Google d'un côté et OpenAI de l'autre côté, en attendant ce soir où il y aura du rebasculement, j'imagine, et il y a un petit peu de Grok là-dedans, mais avant, il y avait un trouble fait dans les 3 premières places, c'était Llama 4. Eh bien, Llama 4 a été sorti des boards parce que Llama a triché.
Ils ont fait un modèle, je vous en avais déjà parlé, ils ont fait un modèle très orienté pour être meilleur dans ce concours-là. Alors que le but du jeu, c'est d'avoir un modèle tout neuf et laisser les gens décider ce qu'ils préfèrent. En fait, ils ont entraîné, ils ont boosté leur IA pour qu'elle gagne à ce truc-là. C'est pas bien, ils se sont fait tège du classement. Mark Zuckerberg, me semble-t-il, prend quand même un mauvais virage. Enfin bon, ça c'est un jugement de valeur, mais voilà, j'essaie de garder mon objectivité, mais je ne suis pas neutre, hein, je ne suis pas journaliste, donc dites-moi, allez, avec respect, ce que vous pensez, comme moi ou pas du tout comme moi, ça m'intéresse beaucoup, vous me dites ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Allez, on va terminer par deux petites actus. La première, c'est Google. Alors si vous cherchez un boulot super bien payé, dans l'intelligence artificielle, je vous recommande vivement de vous faire embaucher par Google au Royaume-Uni, parce qu'il y a des journalistes qui ont découvert, c'est chez qui ça, c'est chez Business Insiders, ils ont découvert que chez Google au Royaume-Uni, donc notamment la branche IA, donc qui s'appelle DeepMind UK, payait des gens à ne rien faire. Est-ce que c'est pas le boulot de rêve? Non, on n'est pas là pour rien faire non plus. Faites comme vous voulez. En tout cas, chez DeepMind au Royaume-Uni, ils ont une logique qui s'appelle le Garden Leave, c'est-à-dire le congé jardin. En gros, tu bosses à l'IA, tu bosses au sein de DeepMind, donc sur de l'intelligence artificielle. On n'a pas envie de te voir partir vers la concurrence. Du coup, on te met en congé sabbatique, on te vire, mais en même temps, on continue à te payer ta clause de non-concurrence pendant 1 an, mais tu peux pas bosser ailleurs, et tu as un statut particulier de je travaille depuis le jardin. En gros, tu travailles pas, mais tu es payé quand même. Le truc est magique. Aux États-Unis, c'est pas possible, parce qu'en fait, il y a la liberté totale. Aux États-Unis, on peut virer des gens du jour au lendemain, puis les gens, ils peuvent aussi changer de boulot du jour au lendemain, donc on peut pas les retenir, les forcer, etc. Attention, en Europe, notamment en France, on peut avoir ça, des clauses de non-concurrence qu'il faut payer pour que le gars puisse pas aller bosser chez un tel et un tel. Et l'IA est un tel domaine concurrentiel que même quand on a des chercheurs qu'on veut virer, donc c'est pas les meilleurs a priori, on veut virer ou ils veulent partir, et ben au Royaume-Uni où c'est légalement possible, on les retient quand même, on les paye pendant 1 an, comme ça pendant 1 an ils décrochent, l'IA ça va tellement vite, et en tout cas, ils vont pas chez la concurrence. Le truc est dingue. Ce qu'il faut comprendre derrière ça aussi, c'est que la Chine est en train de faire des efforts monstrueux sur tous les chercheurs en IA, notamment américains. Vous savez tout ce qui se passe aux États-Unis, il y a une fuite de cerveau, il y a des budgets de recherche qui sont enlevés, alors pas dans l'IA au contraire, mais voilà, la Chine met en place, l'Europe le fait aussi, je trouve qu'il faudrait le faire encore plus fort pour attirer des talents chez nous. En tout cas, attention, la Chine est en train de récupérer plein de talents d'un peu partout dans le monde, et c'est la bataille à celui qui arrivera à pas laisser partir ses talents, quitte à les payer à rien faire. Boulot de rêve ou purgatoire, je ne sais pas, c'est à vous de juger. Et la dernière news, elle nous vient du Japon, le pays des jolis poissons. Qu'est-ce qu'il raconte? Sakana.ai. Je vous avais déjà parlé de cette entreprise que je vous recommande, je vous incite vivement à suivre de très près. On parle toujours dans les IA, des IA américaines ou des IA chinoises. Sakana.ai est une entreprise japonaise à Tokyo qui développe l'IA Scientist, VAI Scientist. Ils nous ont fait des dingueries absolues avec cette intelligence artificielle qui est spécialisée pour simuler un chercheur, un scientifique. Et ça le fait super bien. Les impacts potentiels sociétaux et sur la recherche scientifique mondiale sont absolument dingues. On n'a pas affaire à un petit chat GPT tranquillou qui nous pond un petit post sur LinkedIn. Non, on a affaire à une IA scientifique qui vient à l'instant de faire ses preuves. Il y a quelques jours, ils ont réussi à faire publier un article, totalement une recherche, pas plus qu'un article, donc toute une recherche a été faite avec cette IA Scientist. Le papier, le mémoire qui relatait tout ça a été fait par l'IA Scientist. Elle a tout fait du début jusqu'à la fin. L'humain n'a touché absolument à rien. Et ce papier qui est sorti a été accepté lors de la prestigieuse conférence ICLR, que je ne connais pas, où il y a des évaluateurs scientifiques, les pairs scientifiques,
qui ignoraient totalement l'origine du document, ont jugé digne de publication après examen minutieux de tout ça. Bref, nous avons un nouveau scientifique sur la planète. L'intérêt, c'est qu'il coûte à peu près 15 $ la grosse recherche scientifique, qu'il est capable d'en faire 15 000 en même temps et qu'il est capable de les faire très rapidement. C'est une IA scientifique. Vous allez me dire, bah manquez plus que ça. Maintenant, on va avoir des boulots de scientifiques qui vont être aussi remplacés par l'IA. Ben peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est pas une bonne chose pour la science, donc pour l'humanité? Est-ce que c'est pas une mauvaise chose pour les humains qui sont concernés, donc pour la science? Je ne sais pas. L'idéal, c'est toujours la même chose. Très souvent, ce serait que l'humain et l'IA travaillent ensemble. En tout cas, Sakana.ai est bluffant et continue son chemin. J'en avais parlé il y a quelques mois parce que Sakana avait aussi fait des petites entourloupes, c'est-à-dire que l'IA scientifique était capable de changer les paradigmes qu'on lui avait donnés, disant bah non, en fait tu m'as donné tant de temps pour réfléchir à telle chose, non, moi je m'en fous, je vais changer le code que tu m'as donné, le système prompt, et je vais décider d'aller dans une autre direction pour voir. Donc elle prenait un peu ses libertés, cette intelligence artificielle. C'est le côté foufou des scientifiques, ça. Non mais ça peut être un danger ou un risque en tout cas, et on verra ça. Et vous pourrez retrouver des papiers très intéressants, sakana.ai, c'est écrit à l'écran, c'est bon, vous l'avez vu. Vous pouvez suivre ça et vous allez comprendre comment fonctionne cette IA. C'est absolument magnifique, c'est pas juste un LLM, ça avance des hypothèses et puis il y a une autre IA qui se branche dessus pour aller expérimenter les choses et une autre pour aller proposer d'autres idées. Enfin bref, ça fonctionne comme un cerveau de scientifique. Bah, je caricature, mais en gros c'est ça, et ça marche très très bien. Premier papier publié par cette IA scientist sans aucun humain. Ce monde est absolument fou, on va voir comment tout ça évolue. Et voilà pour ces actus bien chargées, bien denses, mais c'est bien, ça nous fait plein de choses à réfléchir. Pensez-y à chaque fois, je sais que j'ai toujours des commentaires en disant « Oui, mais Renaud, t'as un ton badin, tu rigoles, tu t'amuses, etc. » Oui, j'essaye d'être convivial avec vous, j'essaye d'être objectif aussi dans les informations que je donne, qui sont le fruit de mon petit travail, mais je suis absolument pas journaliste, j'ai absolument pas la neutralité que vous attendez peut-être de moi à tort, je suis pas neutre, j'essaye de vous emmener vers la découverte de ces informations, de la réflexion, et j'ai une idée en tête de ce que tout ça devrait être et comment tout ça devrait tourner. Donc arrêtez de m'insulter dans les commentaires en disant que je suis pas neutre ou que je plaisante. Voilà, je suis là pour vous donner des actus. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche. Je suis là pour discuter avec vous. Venez en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi en live discuter avec nous. On prend toutes les opinions, on les forge ensemble. Vous n'êtes pas d'accord, c'est super. On va creuser des informations et on va forger notre pensée sur toutes ces dingueries et c'est bien nécessaire. Et si j'ai ce petit ton sympathique, c'est parce qu'on est dans la convivialité, parce que je veux qu'on soit de plus en plus nombreux à suivre toutes ces actualités et que c'est la meilleure façon de le faire plutôt que de dramatiser ou de mettre un costard-cravate. Pour ça, vous avez le JT de 20h, mais je le trouve beaucoup moins informationnel sur la partie IA. Voilà pour ma petite sortie de fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche et à mettre des commentaires d'accord, pas d'accord, dans le respect, avec tout ça pour qu'on forge nos idées ensemble. Et rendez-vous pour les prochaines actualités sur Renaud Décode.